Bonjour, voici pour études sociales 9 la vidéo d'introduction qui présente le vocabulaire. Alors, le programme d'études sociales 9, c'est au sujet du Canada et le titre du livre, c'est Possibilités et défis. Donc, dans tout le livre, ça va parler des possibilités qu'offre un pays comme le Canada, mais aussi des défis. Et les défis, c'est quoi? C'est souvent des problèmes à surmonter, des problèmes pour lesquels il faut trouver des solutions. Donc d'abord, dans le manuel, tout le livre parle de problématiques. Les problématiques, alors il y a le mot problème dedans, mais ce ne sont pas des problèmes en tant que tels, ce sont des questions. Une problématique, c'est en fait une question qui sont posées sur une situation, une question qui porte sur une situation. Puis les gens doivent, avec les problématiques, quand on pose cette question-là, il faut vraiment réfléchir. Donc on ne peut pas répondre à une problématique juste avec ce qu'on a dans la tête. Une problématique demande qu'on étudie, qu'on réfléchisse à tous les points de vue, toutes les opinions de tout le monde et qu'on trouve la meilleure solution, mais pas juste avec notre opinion, avec l'opinion de beaucoup de personnes. Donc, question. On peut y répondre. Donc on peut y répondre en connaissant bien toutes les opinions. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, s'il vous plaît, prenez un cahier de notes, écrivez tout ce vocabulaire et écrivez les définitions que j'écris au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi le livre est fait comme ça. Quand ça parle de possibilités et de défis, c'est que le Canada, comme tous les pays, connaît des bonnes choses et des mauvaises choses. Et dans les mauvaises, c'est souvent des problématiques parce que ça touche beaucoup de personnes différentes, de différentes cultures, de différentes religions, de différents milieux sociaux. Et donc, s'il y a une question qui est posée sur un sujet de société, mais le gouvernement, le Canada, ne peut pas juste répondre « Oh oui, je pense que ça c'est une bonne idée ». Non, il faut qu'il réfléchisse et il faut qu'il pense à toutes les personnes qui habitent au Canada pour répondre le mieux possible. Donc dans tout le livre, il y a des questions. Et ces questions sont des problématiques. Et à chaque chapitre, tu auras une problématique et tu vas devoir répondre à cette problématique à la fin du chapitre. Parce qu'encore, tu vas y répondre au début. Tu auras une opinion. Tout le monde a une opinion. Mais après avoir étudié tout, tu vas donner une meilleure réponse à la problématique. Le mot société, la société c'est quoi? C'est un groupe de personnes j'aurais pas beaucoup de place sur mon tableau là. Groupe de personnes qui ont des intérêts communs. Alors, commun veut dire pareil. Des intérêts, ce sont des choses qu'on aime.
Donc souvent une société c'est un groupe de personnes qui vit au même endroit parce qu'ils vont connaître les mêmes choses à cet endroit-là. Donc ça va devenir des gens qui ont des choses en commun. La société francophone au Canada n'habite pas tous au même endroit, mais c'est quand même une société francophone, c'est-à-dire des gens qui partagent un intérêt qui est la langue française et ils l'ont en commun, ça veut dire que c'est pareil. La qualité de vie, c'est le bien-être personnel et collectif. Alors le bien-être, c'est quand on est bien, ça le dit, bien-être, c'est être bien. Donc le bien-être d'une personne ou d'un groupe. Donc, si on prend par exemple moi, j'ai une qualité de vie qui est très bonne. J'ai un travail qui me permet d'avoir de l'argent et de bien vivre, d'avoir à manger et d'avoir une maison. J'ai un mari, donc une vie familiale. J'ai une famille, donc j'ai de l'amour. J'ai une fille. Donc tout ça fait partie des choses qui augmentent ma qualité de vie. J'ai aussi la santé. Je ne suis pas malade. Et là, j'essaye de penser à d'autres choses. J'ai des activités que j'aime. Par exemple, je fais de la peinture et je peux faire de la peinture. Donc, toutes les choses, quand tu penses à qualité de vie, j'ai pas beaucoup de place là, mais quand tu te dessines toi-même et que tu penses à tout ce qui rend ta vie meilleure, donc souvent la famille en premier, le travail, parce qu'on est dans un pays que si on n'a pas de travail, la qualité de vie n'est pas bonne. Les loisirs. Loisirs, ce sont les activités amusantes, les sports ou l'art qu'on fait pour s'amuser. Travail, famille, loisirs, santé. Si je suis millionnaire et que j'ai une famille extraordinaire, mais que je suis malade, la qualité de vie descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tout le monde a une qualité de vie, tout le monde. Mais il y en a qui ont une très bonne qualité de vie, d'autres moyennes et d'autres très très basses. On pense par exemple aux personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de maison. Souvent la famille n'est plus vraiment là pour eux, ils ont perdu leur travail. La santé, quand tu habites dans la rue, on sait aussi qu'il y a de la consommation des fois de choses pas très bien. Alors ces gens-là ont une qualité de vie qui est beaucoup, beaucoup diminuée, en bas. Mais au Canada, et c'est pour ça qu'on parle de qualité de vie dans le livre, c'est qu'il y a la possibilité d'améliorer sa qualité de vie. C'est pas parce que tu es dans un milieu où la qualité de vie est un peu moins bonne que tu dois rester là. On peut augmenter. Mais aussi, si on ne fait pas des bonnes décisions, on peut diminuer de qualité de vie. Et il y a des choses, c'est pas la famille, c'est pas toujours ta décision. Il y a des gens qui n'ont pas choisi la bonne personne, ils ne savaient pas, et donc quand ils divorcent ou quand ils quittent la personne, ou quand même la personne meurt, il peut y avoir des drames dans la famille, ben ça c'est quelque chose qui baisse la qualité de vie. La santé, si demain moi j'ai le cancer, c'est pas de ma faute vraiment, c'est ma santé, puis la qualité de vie diminue. Donc le gouvernement, le Canada, peut aider avec ces choses-là. Par exemple avec un hôpital. Ou par exemple avec des groupes de personnes qui peuvent aider les gens. Donc c'est pour ça que la qualité de vie est dans le livre, c'est parce que le gouvernement aide aussi à augmenter cette qualité de vie. Perspective et point de vue, c'est presque la même chose. Alors la perspective, c'est un point de vue que les gens... Ok, excusez-moi.
juste parce que je lis en même temps dans le livre, c'est un point de vue à partir duquel les gens perçoivent une situation, une idée ou un événement. Donc, c'est la vision d'une personne sur un événement. Bon, je ne sais pas si on voit très très bien avec, mais vision d'une personne sur un événement. Par exemple, s'il arrive quelque chose, si on prend dans les nouvelles, récemment il y a eu le gouvernement, le gouvernement des États-Unis a sorti un rapport sur les moyens de torture qui ont eu lieu depuis le 11 septembre. Et là, il y avait beaucoup de perspectives différentes. C'est-à-dire que ce rapport, quand il est sorti, plusieurs personnes disent que c'est très bien qu'il sorte. C'est une preuve que les États-Unis veulent montrer ce qu'ils font au lieu de le cacher. D'autres personnes qui avaient connu les tortures ont dit c'est horrible, c'est affreux. Et d'autres personnes pourraient peut-être dire bravo, c'est génial de torturer comme ça. Voilà. 3 visions, 3 perspectives très différentes. Pourtant, c'était la même chose qui s'est passée. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le gouvernement ou dans la vie, tout le monde a une perspective. Et souvent, la perspective, c'est parce que tes parents t'ont appris quelque chose, ou parce que tu es d'une certaine culture, ou parce que ton pays, à l'école, on t'a appris des choses. Donc tu vas avoir une façon de voir, une vision sur des événements. Et une autre personne venant d'un autre pays, ou qui a une autre vie, d'autres parents, vont avoir une perspective complètement différente pour la même chose. Un point de vue, c'est une opinion. Alors, c'est là où est la différence. La perspective, c'est qu'il y a derrière la perspective, il y a une éducation. Il y a des idées qu'on t'a enseignées qui fait que tu penses une certaine chose d'un événement. Tandis qu'un point de vue, c'est beaucoup plus naturel. C'est juste des préférences. Par exemple, tu préfères la couleur bleue au lieu de la couleur verte. Voilà, c'est un point de vue. C'est pas aussi profond qu'une perspective. Le point de vue est aussi basé sur ton expérience personnelle. Alors, pour des choses qui arrivent, toi et ton frère ou ta sœur, vous allez avoir des points de vue différents. Parce que vous avez des caractères différents, votre personnalité est différente. Mais vous allez peut-être avoir la même perspective, parce que vous avez la même famille, parce que vous avez été à la même école, et vous venez du même pays. Alors votre perspective va peut-être être pareille, mais votre point de vue, c'est votre opinion personnelle. On va rajouter personnel. D'habitude, tous les Canadiens vont dire que, en perspective, que de battre un enfant, de frapper un enfant, c'est mal. Ça, c'est une perspective. Et au Canada, on croit ça, on dit c'est mal de frapper un enfant. Tandis que point de vue personnel, mais peut-être qu'il y a quelques Canadiens qui ont reçu des fessées quand ils étaient petits, qui vont dire moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est correct de frapper un enfant des fois. Mais la perspective générale, c'est non, c'est pas bien. Donc, j'espère que la différence entre les deux est claire. Sinon, on y reviendra quand on étudiera les chapitres. Le droit, ou les droits, c'est ce qu'on a droit de faire, mais c'est ce que les lois permettent.
te rappelle que je veux que tu prennes des notes sur tout ce qu'on voit là, parce que c'est vraiment la base de tout le livre. Les droits, donc, les droits, c'est ce que les lois permettent. Donc peut-être que certaines personnes pensent « Oh, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de fumer proche de la porte, de fumer une cigarette près de la porte d'entrée d'un magasin. » Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas un droit parce qu'il y a des lois qui interdisent ça depuis les années, je pense 2002 ou 2003. Je ne suis pas trop sûre. J'étais plus jeune en tout cas. Donc les droits, c'est pas juste qu'est-ce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire selon toi. Ça n'a pas rapport avec ton point de vue, ni ta perspective, mais c'est bien ce que le gouvernement décide, les lois. Et donc, quand il y a des lois, c'est qu'il y a un gouvernement. Et on parle de gouvernance, on dit c'est la manière. Alors, manière veut dire comment, c'est comment, la façon de gouverner. La façon de gouverner le pays. Et gouverner veut dire guider, montrer. Hein? Gouverner un pays. Si le mot gouverner n'est pas clair, il faut me le demander. Le système politique, c'est ce qui permet de faire la gouvernance. Hein? Parce que là, on dit c'est la manière, c'est le comment. Mais comment est-ce qu'on gouverne le Canada? On a mis en place un système politique. Et le système politique, c'est en fait l'organisation. Du pays. Alors, si on prend l'école, parce que l'école est une petite société, l'école a un système, pas politique bien sûr, puisque c'est une école, mais c'est comme un système politique. On a une organisation à l'école. Il y a M. Jean-Daniel avec Mme Sylvie et M. Pierre qui décident de comment on va gérer l'école, qu'est-ce qu'on va faire dans l'école. Donc ça, c'est la gouvernance. Ils décident des droits des élèves. Qu'est-ce que les élèves ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Donc, ils font un peu les lois, les règles de l'école. Et ensuite, il y a les enseignants. Les enseignants ont des droits, ils ont des devoirs. Ils doivent enseigner les choses aux élèves. Et ensuite, il y a les élèves qui apprennent, excusez-moi, qui apprennent. Et autour de tout ça, il y a les secrétaires, il y a Monsieur Serge pour faire tout ce qui est dans la conciergerie. Donc lui, il permet vraiment que l'école soit chauffée, soit bien éclairée, que tout fonctionne très bien dans l'école. Et il y a les aides-élèves, les personnes qui viennent dans les classes aider les enseignants et les élèves à ce que tout le monde apprenne bien. Donc voilà, on a un système un peu politique, on a une organisation. Dans le pays, c'est la même chose. On a été obligé de décider qui gouverne, puis comment ils sont choisis, puis qui fait les lois, comment on les applique, qu'est-ce que les citoyens doivent faire, etc. Et une organisation politique. Ensuite, il y a le système économique. Le système économique, c'est l'organisation. Dès qu'on a un système, on a une organisation. Donc, organisation de l'économie. Qu'est-ce que c'est l'économie? C'est la production et la distribution des ressources. C'est très vaste. Vaste, ça veut dire très, 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 très grand. Donc, un système économique, c'est une organisation de la production des ressources. Donc, il y a des ressources qui sont produites. Par exemple, en Alberta, on a le pétrole, l'essence, le gaz.
En Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, on a beaucoup de blé. C'est jaune, là, ça pousse dans les champs, c'est de la graine. À quoi d'autre est-ce que je peux penser? Au Québec, ils font de la production d'électricité. Donc tout ça, ce sont des ressources, donc des choses que le pays fait, produit, ça veut dire fait, et la distribution. Donc comment est-ce qu'on distribue? Est-ce qu'on le donne à d'autres pays? Vendre, bien sûr. Est-ce qu'on achète les ressources d'un autre pays? À combien est-ce qu'on le vend à nos Canadiens? Etc. etc. Donc l'économie, c'est quoi? C'est l'argent. Mais c'est pas juste l'argent tout seul. Chaque chose vaut de l'argent. Donc c'est l'organisation de tout ça qui est le système économique. Et j'ai rajouté le mot citoyenneté. C'est parce que ça ne fait pas partie des quelques premières pages, mais on en parle tout le temps. La citoyenneté, être citoyen, si on veut, c'est habiter un pays. Donc habitant du pays avec des droits et devoirs. Alors les devoirs, c'est pas les devoirs à l'école, ok. Des devoirs quand on est citoyen, c'est qu'on doit, par exemple, on doit dire quand on travaille, on doit donner un peu d'argent au gouvernement quand on travaille pour que lui puisse donner les hôpitaux, les écoles. On a le devoir de respecter les lois comme bon Canadien. Et on a beaucoup d'autres devoirs qu'on va voir dans le livre. Donc ce n'est pas des devoirs d'école, c'est des devoirs d'adultes canadiens. Et on a des droits. Et ça, on va voir tout ça en détail, c'est dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a vraiment le droit de faire et qui est un droit obligatoire, et qu'est-ce que le gouvernement a décidé qu'on avait le droit de faire aussi. Donc voilà pour tous les mots de vocabulaire. Maintenant, chaque chapitre va avoir une question, une problématique. Et là, je ne sais pas si ce que je vais faire, ça va être visible, mais je veux changer. Je veux te montrer dans le livre, à la page 11. Donc si tu regardes, et là je ne sais pas si on peut bien voir. Attends, je vais peut-être mettre comme ça. Ok. À la page 11, je m'excuse si ça bouge, je suis obligée de tenir mon iPhone. À chaque chapitre, il y aura une question. Une question, plusieurs réponses. Donc, je lis ici et on va examiner tout ce diagramme. Le diagramme suivant illustre diverses réponses possibles à une problématique en matière de contrôle des armes à feu. Les armes à feu, ce sont les pistolets. La loi fédérale sur les armes à feu, adoptée en 1995, ça veut dire le gouvernement en 1995 a décidé de quelque chose sur les armes à feu, oblige tous les Canadiens à enregistrer leurs armes à feu. La loi continue de soulever des questions en matière de droits individuels, de sécurité et de coûts d'administration. Alors, en 1995, le gouvernement a décidé que tous les Canadiens devaient dire s'ils ont une arme à feu chez eux. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Donc la question est au milieu. Au Canada, la possession des armes à feu devrait-elle être limitée? Ça veut dire, est-ce qu'on doit dire non à certaines armes? La réponse ici. Le contrôle des armes à feu facilitera le travail des policiers en matière de prévention et de résolution des crimes en leur permettant d'identifier plus facilement les armes. Qui dit ça? La coalition pour le contrôle des armes. Alors, coalition veut dire un groupe. Donc c'est un groupe, probablement de policiers, qui disent oui, nous on préfère que ce soit réduit, limité, devenir plus petit, les armes à feu, et on veut
savoir qui a quelle arme. Comme ça, s'il y a un meurtre ou s'il y a un crime, on peut tout de suite savoir qui avait cette arme-là. Donc pour les policiers, c'est une bonne chose. Ça, c'est la perspective des policiers. La réponse ici, le contrôle des armes à feu accroîtrait, ça veut dire augmente, l'insécurité dans la société et découragerait les citoyens de posséder des armes, sans rien changer pour les criminels. Par conséquent, les citoyens perdraient un bon moyen de se protéger. Qui dit ça? National Firearms Association. Alors c'est un groupe pour les armes à feu, qui aime les armes à feu. Donc eux trouvent que un criminel, un méchant, va avoir une arme, mais que si on dit aux autres de ne pas en avoir, ils ne peuvent pas se protéger. C'est une bonne opinion. Il soulève un bon point. Ici, la réponse ici, chasser est un droit des Premières Nations. Les Premières Nations, ce sont les autochtones, des Métis et des Inuits. Exercer leur droit de chasse implique l'utilisation d'armes à feu. Et le contrôle des armes à feu ne devrait pas empêcher cela. Ceux qui disent ça, ce sont les autochtones, First Nations, ce sont les autochtones. Alors eux, ils disent, mais nous, on n'est pas des criminels, on ne veut pas tuer là, qui que ce soit, mais on veut chasser les animaux, parce que c'est dans notre culture. Donc si tu dis non, puis tu dis on va limiter, on va diminuer, ben nous, on peut plus chasser. Et c'est pas bien pour notre culture. La réponse ici. Tellement de tragédies pourraient être évitées si les armes étaient réglementées. Ça veut dire si on empêchait. En Alberta, les statistiques démontrent qu'il y a 3 fois plus de risques qu'un meurtre soit commis s'il y a une arme à feu dans une maison. Et ceux qui disent ça, c'est un journaliste. Vancouver Sun, c'est un journal. Donc eux, ils disent que à chaque fois que quelqu'un a une arme dans la maison, même si c'est pour la chasse ou même si c'est pour se protéger, ça augmente plus de chances qu'il y ait un meurtre, un crime. C'est un excellent point aussi. La réponse ici. Ce qui inquiète la société, c'est la façon dont les criminels utilisent les armes à feu, pas ce qu'en font les citoyens respectueux des lois. Si on réglemente le port d'armes à feu, les citoyens sans permis deviendront simplement des criminels. Alors c'est encore un journaliste, un peu comme ici, qui dit que si les citoyens ne disent pas au gouvernement qu'ils ont une arme, ça devient des criminels. Donc voilà, on a une question. Moi, j'ai mon opinion sur le sujet. Et toi aussi, quand j'ai lu la question, peut-être que tu as pensé quelque chose. C'est normal. Mais voilà, j'avais pas pensé à la chasse, parce que je ne suis pas autochtone, alors je n'y pense pas naturellement. Je n'avais pas du tout pensé à ça, parce que je ne suis pas spécialement pour les armes. J'avais pensé que ça aiderait la police de limiter les armes. Et j'ai pensé aussi que ça diminue, que les armes augmentent beaucoup les crimes. Donc voilà. En faisant ça, on se rend compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas et je devrais faire de la recherche pour mieux comprendre. Donc à chaque chapitre, à la fin du chapitre, tu devrais être capable de me faire 5 ou 6 ronds avec des idées différentes. Pas tes idées à toi. Une peut être tes idées à toi. Les autres, les idées des autres personnes dans la société. Voilà, c'est ce qui finit l'introduction du livre d'études sociales 9, Canada, possibilités et défis.